autre dossier plus sociétal qui peut aussi faire monter la température dans le pays, c'est la PMA pour toutes. Vous le savez, Virginie Tellen, que l'on appelait Brigitte Bardot, ancienne figure bien sûr de la Manif pour tous, sera face à Roselyne Bachelot pour un débat sans concession. Rendez-vous donc à 15h30. Voilà, tout de suite après la pub, la PMA, les Antilles sont remontées comme des pendules. Le gouvernement est mobilisé pour faire passer la loi pour toutes. C'est le duel de Roselyne Bachelot. À tout de suite. Retour sur le plateau du Club Le Châtelier et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On est en direct, il est quasiment 15h30 en direct avec Roselyne Bachelot qui m'a rejointe sur ce plateau. Ça va Roselyne? Bonjour Edith. Je suis contente de vous retrouver. Et je suis contente aussi parce qu'une fois de plus, c'est une femme que vous allez recevoir. Et oui, décidément, je suis abonnée aux femmes. C'est un plateau de femmes. Voilà, un plateau de femmes. Et aujourd'hui, c'est Virginie Tellen que je vais vous présenter dans quelques instants. Virginie Tellen, bonjour à vous. On vous connaît sous le nom de Brigitte Bardot. Venez vous installer sur ce plateau. Vous avez été en pointe dans la lutte pour le mariage pour tous. Vous êtes une femme très engagée. Alors évidemment, la loi bioéthique, c'est votre dossier. Je vous laisse face à Roselyne dans une seconde, le temps de vous installer. On va d'abord faire un tour par l'Assemblée pour retrouver Éléonore Paillereau. Les auditions sont en cours donc sur ce dossier de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, Éléonore, et on entend tout le monde. Oui, effectivement, une grande consultation pour ce projet de loi, somme toute assez sensible, évidemment, dans les esprits du gouvernement, les souvenirs de ces grandes manifestations contre le mariage pour tous il y a quelques années et la crainte peut-être de nouvelles mobilisations dans la rue cet automne. Alors la majorité mise sur le dialogue, sur l'apaisement, consulter avant de voter, c'est un petit peu le mot d'ordre. C'est le rôle justement de cette commission spéciale en charge du projet de loi bioéthique qui auditionne depuis ce matin et pour 3 jours tous les différents acteurs dans ce dossier. Ce matin, c'était le cas par exemple d'une dizaine de représentants d'associations de familles homoparentales et de groupes LGBT. Ce soir, ce sera au tour d'associations de familles catholiques et de la Manif pour tous qui viennent partager leur point de vue, leurs expériences sur ce projet de loi et répondre aux très nombreuses questions des députés, des questions parfois même très techniques. L'enjeu, évidemment, c'est de ne pas décevoir les uns, mais de ne pas attiser les colères des autres non plus pour cette PMA pour toutes qui était une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron. Merci Éléonore. Roselyne Bachelot face à Virginie Tellen. C'est à moi. Virginie Tellen, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. On vous connaissait sous le nom de Brigitte Bardot. Vous avez été une des figures emblématiques des fameuses manifestations de 2013 qui avaient jeté des centaines de milliers de personnes dans les rues contre l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Mais vous avez choisi aujourd'hui de mener votre combat sous votre vrai nom. Peut-être une question personnelle d'abord. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? D'abord, ce choix n'est pas nouveau. Il date de 7 ans déjà. À partir du moment où le mouvement qui avait été lancé en 2012, au moment où le futur président Hollande avait annoncé qu'il ouvrirait un mariage qui allait changer la filiation biologique des enfants, à partir de ce moment-là, c'est sous mon nom de scène que j'ai lancé ce mouvement. Mais puis, maintenant, vous êtes Virginie Tellen. Pourquoi ? Parce que je suis devenue un bouc émissaire de l'homophobie, alors que j'ai toujours proposé une union maritale qui ne change pas la filiation des enfants, car j'avais bien prévu, nous avions tous bien compris que derrière, il y aurait le changement de la fécondation sans les géniteurs. Alors, je rappelle que vous êtes également l'auteur de 2 livres, Qui suis-je pour juger et L'humain plus fort que le marché. Je vous les ai apportés chers. Parce que la dernière fois que j'avais écrit, oui, je vous en prie, donc celui-ci, c'est après les manifs, pour bien dire que nous étions, les représentants à la tête des manifs, pour les familles homoparentales, coparentales. Et finalement, nous arrivons au cœur du débat, c'est que l'humain reste un être humain sexué et non pas la proie du marché, d'où l'humain plus fort que le marché. Alors, j'ai repris un certain nombre de textes que vous avez écrits, en particulier cette tribune du Monde qui a déjà quelques années. Vous aviez dénoncé à ce moment-là la radicalisation et la violence de la Manif pour tous. Mais et vous proposez sur ces affaires de PMA, de procréation médicalement assistée, ouverte aux couples lesbiens et aux femmes seules, vous proposez une voie moyenne. Mais peut-il y avoir sur ce sujet une voie moyenne entre ceux
qui, comme moi, sont des partisans de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, et ceux qui disent non, absolument pas, la PMA ne doit être réservée, et même parfois, on n'est pas d'accord même aux couples hétérosexuels. Est-ce qu'il peut y avoir une voie moyenne dans ce domaine? Chère Roselyne, vous avez été ministre de la Santé, ministre de l'Écologie, ministre des Solidarités et de la Cohésion nationale. Donc vous connaissez parfaitement tous ces sujets. Je crois que la première des choses à faire, c'est d'abord d'informer les citoyens qu'en fait, la PMA n'est pas monolithique. Il n'y a pas qu'une seule PMA. Il y a deux types de PMA, c'est-à-dire d'assistance médicale à la procréation, celle qui permet de pallier la stérilité intraconjugale avec les semences même des deux, du père et de la mère, dans le couple homme-femme. Et quand les deux sont stériles, on va chercher effectivement des semences anonymes au sécos. En rappelant que le double don est interdit dans la législation française. Mais attention, il arrive dans la loi bioéthique actuelle qui est en discussion. Mais pour l'instant, justement. C'est-à-dire le double don, ça signifie que à la fois, il y a un don d'ovocytes et un don de spermatozoïdes. Les deux anonymes. Voilà, exactement. Les deux anonymes, donc effectivement, l'enfant n'aurait plus du tout de parents géniteurs, même dans le couple stable homme-femme. Et il y a évidemment aujourd'hui la possibilité d'ouvrir ce recours aux semences anonymes dans des structures familiales que je n'ai jamais rejetées, c'est-à-dire le couple homosexuel, nous étions pour à travers l'union civile coparentale, et maintenant les femmes seules. Oui, eh bien nous, à l'Avenir pour tous, nous avons des femmes de 38, 39 ans qui ont le malheur de ne pas être en couple, qui soient mixtes ou... Enfin, c'est parfois pas un malheur de ne pas être en couple. Oui, peut-être pour vous, mais elles en souffrent car elles n'ont pas d'enfants et pas de mari. Elles sont très malheureuses. Excusez cette plaisanterie, plus ou moins de mauvais goût. Écoutez, le sujet est assez sensible pour qu'on puisse quand même aussi être un peu, de temps en temps, sourire de la réalité des choses. Alors, ces femmes, aujourd'hui, elles souhaitent un enfant et il est tout à fait normal que... Et les Français sont d'accord à 70%. Donc on arrive à la voie moyenne que nous proposons. Pourquoi est-ce que ces femmes n'auraient pas droit de fonder une famille? Mais pourquoi est-ce que leur enfant n'aurait pas, dès la fécondation ou dès avant la fécondation, connaissance de leur géniteur connu? Je termine. Qui serait une mention sur l'acte de naissance? Et s'ils sont d'accord dans une extra-conjugalité avec cette femme seule, que même l'homme reconnaisse l'enfant et que ça soit le père. Alors, écoutez, et c'est ça que nous proposons, qui s'appelle la coparentalité. Oui, je vais vous dire une chose, Roselyne. Le statut alternatif de coparentalité, c'est ça. Cela. Il existe, il y a des sites, tapez sur Internet coparentalité, oui, alors, il y a plein de sites. Je voudrais aller plus loin, parce que, justement... Mais j'ai entendu votre ami Frédéric Mitterrand ce matin, sur que c'est pas un très grand spécialiste des questions de filiation. Mais vous rigolez, il a des enfants qu'il a élevés, et leur enfant a une maman qu'il n'a pas épousée. C'est exactement ce que nous proposons. Alors, non, mais parce que... Sauf qu'aujourd'hui, son conjoint n'a pas de statut. Son conjoint homosexuel n'a pas de statut. Je vais aller plus loin parce que faut pas égarer les gens qui nous écoutent. Coparentalité des géniteurs. Je suis allé justement sur votre site de l'Avenir pour tous pour essayer de comprendre ce qui se passait. Alors, vous préconisez, et c'est ça qui me trouble et m'interroge, et je dirais que ne me convainc pas du tout, c'est que vous proposez que les papiers d'état civil fassent référence aux géniteurs biologiques, c'est-à-dire par exemple dans le cas du double don, vous avez les noms des parents sociaux, vous avez également le nom des parents biologiques, voilà, et sont pas inconnus. Et vous préconisez, alors là c'est là que c'est vraiment tout à fait extraordinaire, vous proposez que les parents biologiques et les parents sociaux élèvent en commun les enfants. Mais ça existe déjà, Roselyne, mais ne tombez pas des nues. C'est déjà fait. Il y a eu des reportages, encore récemment sur France 3 Loire-Atlantique. Ça existe, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas sous le même toit. Les parents, ils veulent pas ça, Virginie Tellem. Il y a des gens. Ils veulent élever leurs enfants en couple. Et alors, ils sont en couple. Et de l'autre côté, il peut y avoir un autre couple de sexe opposé, de même sexe opposé, où il peut y avoir une femme seule ou un homme seul. Ils n'ont pas envie que le donneur participe à leur projet parental. Il n'y a pas de donneur. Pardon, juste pour comprendre, ça voudrait dire un troisième parent? Je voudrais juste comprendre. Ou même un quatrième parent. Un troisième ou un quatrième parent, c'est ça en fait? Il y a 3 filiations. D'accord. Il y a les filiations biologiques,
Et la filiation du conjoint de même sexe est une filiation d'intention, une filiation sociale. Ceci existe déjà dans les faits. Ça n'est pas encadré juridiquement. Deuxièmement, je m'explique. Nous ne voulons pas, Roselyne, dans notre projet d'amendement, qui est un enrichissement de la loi et non pas une demande de retrait du donneur, c'est simplement une option supplémentaire que nous proposons à des femmes qui ont une vision éco-responsable de leur enfant, qui savent qu'elles vont vivre sans un homme, enfin qu'elles vivent sans un homme, mais pour autant, elles savent, comme le disait Frédéric Mitterrand ce matin, qu'il n'est pas normal qu'un enfant qui a 50% du patrimoine génétique d'un homme ne puisse pas être élevé par cet homme-là. En l'occurrence, Brigitte Bardot, c'est une possibilité qui n'enlève pas le donneur anonyme dans notre idée. Et il faut lever l'anonymat du don et vous contrevenez ainsi à un principe éthique extrêmement important et qui fonde le pacte social dans notre société. Alors, Attendez, je réponds à cela parce qu'il fondait le pacte social lorsqu'effectivement le donneur avait pour but de pallier l'infertilité d'un père. Et donc, il fallait bien garder ce couple bien cohérent du père et de la mère. Pas vu, pas pris, en quelque sorte. Je suis d'accord avec vous. Moi, nous n'étions pas d'accord pour le donneur anonyme dans le couple. Nous sommes pour la transparence de tous les parents, géniteurs et éducateurs. Alors, je veux aller un petit peu plus loin dans le débat. Nicole Belloubet, hier, a indiqué que dans le cas de la PMA, la mention serait portée mère et mère. Comme pour la loi Taubira. Sur les papiers d'état civil. Je pense que c'est une bonne définition, parce qu'il avait circulé à un moment les histoires de parents 1, parents 2. Ouais. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous pourriez vous retrouver avec Nicole Belloubet ? Je peux juste, avant que vous répondiez, vous faire entendre le témoignage d'une femme qui était sur le plateau ce matin à ce sujet-là, justement, Roselyne, puisque ça colle pile poil sur ce que vous dites. Très bien. Écoutez. Si nous avons le temps encore de parler après. Oui. Ah oui. C'est une bonne nouvelle, il était temps que ça arrive, tout simplement parce qu'à un moment, il faut se connecter à une certaine réalité. Aujourd'hui, il y a des milliers d'enfants en France, certains sont adultes aujourd'hui, qui sont nés par PMA et qui ont besoin d'être reconnus, qui ont besoin d'être mis en sécurité. Parce que notre fille, on a dû faire une procédure d'adoption qui a pris presque 1 an. Aujourd'hui, ma femme est reconnue comme sa mère, mais pendant 1 an, il aurait pu m'arriver quelque chose, ma femme n'aurait eu aucun droit sur notre fille. De passer du mot parent au mot mère, il y a une différence, c'est-à-dire que mettre le mot mère, c'est reconnaître, c'est regarder les choses en face. Un enfant aujourd'hui peut avoir 2 mères. Notre fille aujourd'hui, elle n'a qu'1 an, mais elle est au courant de ses origines, on lui en parle déjà. Oui, voilà, donc c'est une bonne chose. Ça. Alors, c'est une bonne chose dans la mesure où, effectivement, comme a dit Nicole Belloubet, c'est la réalité de la PMA. En l'occurrence, la deuxième maman, qui pour nous est une deuxième maman à l'avenir pour tout ça, elle a, dans la plupart des cas... Pour vous, c'est une maman inférieure, en quelque sorte. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que souvent, les femmes en couple demandent à ce qu'il y ait une fécondation in vitro avec les ovocytes d'une des femmes et... l'embryon va être transplanté dans l'utérus de l'autre. Et donc, vous avez bien une mère génitrice et une mère gestatrice. Donc, en l'occurrence, pour nous, biologiquement, c'est pas absurde de mettre mère et mère. Ce qui nous pose problème, c'est qu'évidemment, le spermatozoïde qui a fécondé l'ovocyte d'une des 2 mamans n'a pas de lien avec le géniteur, avec le père. Et c'est pourquoi nous demandons que le père soit, pour celles qui le souhaitent, puisse être présent à l'insémination ou même à la fécondation in vitro et soit inscrit sur l'acte de naissance. Les couples n'en voudront pas. Les couples n'en voudront pas, les couples écoutez, lesbiens. Cher, je ne suis pas d'accord avec vous. Je me permets, et vous l'aviez dit, nous n'allions pas être d'accord sur tout. Connaissons... Il y a en France des millions de personnes qui ne veulent pas changer la structure de la procréation humaine. Nous sommes en train de vivre, Roselyne, la plus grande révolution. Oui, mais c'est une Homo révolution souhaitable. sapiens. C'est-à-dire que nous sommes en train de modifier notre propre mode de fécondation, donc nous allons modifier l'espèce. Et en quoi il est modifié ? Non pas parce que 2 femmes vont élever un enfant, mais parce que cet enfant ne connaîtra pas son géniteur, ne sera pas éduqué pendant 18 ans. C'est le cas de milliers d'enfants qui ne connaissent pas leur géniteur. Pas du tout. Aujourd'hui, vous savez, la fécondation anonyme, c'est 1300 enfants par an en France. Et le nombre de naissances, c'est 800 000 après 1 400 000 grossesses. Alors, moi, je veux revenir. Alors, justement, je vais
Bénédicte, je vais un petit peu Faites tout ce que vous voulez. Vous êtes ici chez vous. Voilà. Je voudrais aussi revenir sur cette notion, mais pourquoi finalement vouloir penser en quelque sorte qu'un enfant qui connaît son père biologique est plus heureux. Il est élevé par deux mères, comme le dit Nicole Belloubet. Il sait très bien, parce qu'il le saura dès qu'il ira à l'école. Les femmes, les couples lesbiens n'ont pas l'idée de dire à leur enfant, vous êtes venus, on est vos deux parents biologiques. Elles sont d'ailleurs immédiatement... Sauf que je vous ai dit, un ovocyte, un utérus. Non, il y a de la biologie des deux, là. Oui, mais elles sont immédiatement démenties. L'enfant saura tout de suite qu'il y a un spermatozoïde qui est rentré en ligne de compte, si je puis dire. Eh bien... Donc, la notion que de connaître son père biologique, si on dit à l'enfant, si on dit la vérité à l'enfant, assurerait le bonheur de l'enfant, mais c'est en contradiction totale avec ce qui se passe. Eh bien, écoutez, non. Encore une fois, ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que la fécondation humaine, c'est la fusion d'une cellule mâle, d'une cellule femelle, et à 50%, le patrimoine génétique forme un nouvel être. Et cet être, quand il va se construire, il a 50% des caractéristiques physiques, des caractéristiques émotionnelles, des caractéristiques intellectuelles de son père ou de son géniteur, si on ne veut pas en faire le père légal, car là encore, nous faisons la nuance. Et vous n'imaginez pas, Roselyne, qu'en fait, au fur et à mesure où il va grandir, il va prendre tel ou tel aspect, oui, enfin, attendez, il ne serait pas plus heureux de voir qu'il peut se référer à la personne d'où il est issu, la chair de sa chair. Mais est-ce que je peux vous raconter quelque chose? Attendez, laissez-moi parler. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai eu effectivement, vous rappelez que j'ai été ministre de la Santé, j'ai eu à m'occuper des histoires de greffe de moelle osseuse. Oui. Quand on fait une greffe de moelle osseuse à un enfant, on cherche le donneur le plus compatible. On fait une cartographie HLA, voilà. Et on cherche le père le plus compatible. Déjà, au niveau de l'enfant de niveau 1, le père social n'est pas le père biologique. Et quand on arrive à l'enfant de niveau 3, on arrive à des taux de différence entre le papa qui croit qu'il pense qu'il est le papa et en fait et qu'il ne l'est pas du tout. Donc la notion de paternité, parce que il y a énormément d'enfants qui sont pas issus du père. Oui, mais alors, évidemment. Mais alors, heureusement que nous arrivons à un niveau de technologie aujourd'hui qui est absolument. La paternité. D'accord, la paternité. C'est une paternité sociale. Pas seulement. C'est ça. Mais oui, mais la paternité biologique. Alors je vais vous dire l'homme est un géniteur dans les sociétés primitive, l'homme est un géniteur fugace. Je termine. Et la femme, si elle était uniquement sur une maternité biologique, ça ne durerait pas très longtemps. Roselyne, on va aller jusqu'au bout de raisonnement, puisque vous avez la gentillesse de me donner la parole depuis 7 ans. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans des technologies. La PMA anonyme qui va être universelle pour toute femme le sera demain pour tout homme, pour tout individu. C'est un marché qui se met en place. Et ce marché, c'est pas seulement celui des semences, comme je l'entends, c'est aussi celui des embryons, car l'embryon a une potentialité énorme. C'est que dedans, il y a l'ADN, il y a le génome germinal humain. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de séquencer, de numériser les gènes du génome germinal. C'est mon grand professeur en transhumanité, Laurent Alexandre, qui m'a expliqué tout ça. Et aujourd'hui, nous pouvons modifier le génome humain. Bien sûr. C'est ça qui est en jeu, cher. Et nous proposons juste à l'avenir pour tous une proposition qui permet de garder sans rejeter des familles, d'élargir socialement les familles et de garder la procréation entre l'homme et la femme sur des développements que nous qui puissions sont interdits comme le clonage, fécondation. etc. Mais là, pour l'instant, on est sur quelque chose de très précis. C'est l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, c'est-à-dire aux couples lesbiens et aux mères célibataires. Enfin, aux femmes célibataires, pardon, peut-être mères par la suite. Moi, j'ai le sentiment... J'ai même la conviction que cette affaire-là, elle a été tranchée. Elle est tranchée. Il y aura une ouverture de cette PMA. Elle est largement approuvée par l'opinion publique. Vous l'avez. On a un petit sondage là. On peut vous Oui, vous avez un petit sondage. Oui, mais 80% des Français veulent que les enfants connaissent leur père géniteur. Voilà. Et ça, c'est une réalité aussi. Alors, Bénédicte, 6 Français sur 10 qui approuvent l'élargissement de la PMA aux couples de femmes. Ils ne savent pas ce que c'est, Bénédicte. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas les différences de PMA. Alors, est-ce que
ils ne savent pas ce qui se passe dans une boîte de pétri en laboratoire. Il y aura des enfants fabriqués Enfin, et on ne fait modifiés. pas la PMA avec une boîte de pétri, plutôt avec une éprouvette. Non, ah ben non. On féconde les embryons dans des boîtes de pétri. Et donc, est-ce que Et puis pour on les vous, congèle. politiquement, la PMA est un danger pour le gouvernement? Parce que finalement, cette bataille, elle semble perdue. Enfin, en tout cas, pour la qui manif pour tous. Mais ne pour parlez les pas de la manif opposants. pour tous, ça fait 7 ans que je n'y suis Mais non, plus. mais Car je suis pour attendez, les bien familles sûr. homoparentales et les femmes seules. C'est eux qui vont être entendus à l'Assemblée nationale et pas vous. Pourquoi pas moi? Ah bah, Expliquez-moi. Nous n'avons eu aucun accès à aucun parlementaire, à aucune commission, à rien du tout, à aucun ministre, alors que nous proposons aujourd'hui un enrichissement de la loi qui donne le choix à chaque mère, à chaque couple de femmes, de choisir d'avoir quand même un père pour leur enfant. Alors, est-ce que c'est pas merveilleux, cette solidarité? C'est quasi ici, vous avez 1 minute, Roselyne, alors J'ai pour 1 relancer un minute. débat. Alors, justement... Moi, je lance un appel, Roselyne. Alors, laissez-moi poser ma dernière à la question. commission des lois que nous venions proposer. Je pose une dernière question. C'est finalement l'échec terrible qui a été enregistré par une famille politique dont vous avez été très proche. C'est oui, mais avec un certain nombre de mais moi aussi, j'étais pour le Pax. d'antagonisme. Moi aussi, j'étais comme vous pour le Pax. Un certain nombre d'antagonismes sur ce sujet et même d'opposition radicale. Finalement, est-ce que l'échec de François-Xavier Bellamy, c'est pas la condamnation implicite de ce débat, de ce pas combat? Du débat, du fait qu'on n'ait pas de proposition alternative dans le débat. François-Xavier Bellamy, comme tous les politiques, dit c'est non et ne propose rien pour les autres familles en dehors du couple homme-femme. Ça ne va pas. Et nous, à l'Avenir pour tous, nous avons des solutions et j'appelle les Français à venir nous rejoindre pour l'instant sur notre site internet et peut-être demain sur un podium dans la rue. Alors, l'Avenir pour tous, ça s'appelle. Merci beaucoup en tout cas Virginie Télène d'être venue sur le plateau de LCI et un homme est venu nous rejoindre puisqu'on était entre femmes depuis tout à l'heure. Mais bienvenue, voilà, le père revient. Périscope, mon cher.